À 42 jours, Noah renonce à disputer la Coupe Davis. Madame, Monsieur, bonsoir. L'événement qui, ce soir, domine l'actualité, c'est l'entretien télévisé auquel le chef de l'État a accepté de se prêter en direct dans le cadre de notre journal. C'est la troisième fois depuis le début de l'année que le président Mitterrand abordera ainsi à la télévision les grands problèmes de l'heure et les principaux aspects de l'action de son gouvernement. La dernière fois, le 23 mars, le chef de l'État avait, dans une allocution télévisée, adressé aux Français un appel solennel à l'effort national. Cette fois, il s'agit d'un entretien, puisque le chef de notre service politique, Albert Duroy, installé dans le bureau présidentiel du Palais de l'Élysée, va poser à M. Mitterrand pendant quelques 25 minutes, et avant que nous ne nous retrouvions pour traiter du reste de l'actualité, Albert Duroy va donc aborder avec le chef de l'État les grands thèmes du moment. Monsieur le Président, bonsoir. Albert, c'est à vous. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté l'invitation d'Antenne 2. On attend de votre part beaucoup de réponses, donc de ma part beaucoup de questions. La première concerne l'ordre public. Vendredi dernier, les policiers créaient le désordre à Paris. Hier soir, des sanctions sont tombées. Est-ce que vous considérez que l'incident est clos, alors que certains prennent ces manifestations comme un symbole, celui de la dégradation de l'autorité de l'État? Puisque vous commencez notre dialogue par cette affaire, je vous dirai tout de suite que pour moi, il est une loi qui passe avant les autres. La République doit être honorée et servie par tous les citoyens, et plus encore par ceux qui ont pour mission et pour métier de la défendre. Si certains policiers, une minorité agissante, ont manqué à leur devoir, le devoir des responsables de la République, c'est de frapper et de faire respecter l'autorité de l'État. Dès l'annonce des événements séditieux de vendredi dernier, j'ai demandé au Premier ministre de prendre les sanctions nécessaires. Il a agi comme il fallait et je suis sûr que les Français approuveront. Ce qui ne veut pas dire que les problèmes posés par l'ensemble de la police, problèmes professionnels, problèmes de sécurité, doivent échapper à notre examen. Mais il existe assez de responsables, de gens raisonnables dans la hiérarchie de l'État et dans les organisations syndicales pour que je sois bien sûr que tout cela se traitera comme il convient, c'est-à-dire dans le dialogue, la concertation et l'ordre public. Vous considérez que l'ensemble de la police est loyal? Certainement. Les sanctions ont été prises de la base au sommet. Elles ont épargné pourtant la structure gouvernementale. Les responsables de l'intérieur, des forces de l'ordre, n'ont pas été sanctionnés. Vous voulez dire le niveau politique? Oui. La responsabilité politique. Et il est vrai qu'elle est très liée à la responsabilité administrative. Je me contenterai de vous répondre ceci. C'est à moi de décider ce qu'il convient de décider, et non pas à ceux qui veulent se substituer au pouvoir en criant dans la rue. Cette réponse implique que mes responsabilités, je les assume moi-même, et je me considère comme le premier responsable des affaires publiques. Il y a peu de temps, jusqu'en 1979, la dernière grande manifestation policière à Paris, quand les policiers manifestaient, ils prenaient le ministère de l'Intérieur pour cible. Cette fois-ci, ça a été en priorité le ministère de la Justice. Une partie probablement non négligeable de l'opinion reproche un certain laxisme à la justice. Même si les statistiques leur donnent tort, comment faire face à ce besoin de sécurité qui se traduit? Laxisme, c'est un mot qui sert à n'importe quoi. J'ai le plus grand respect pour le caractère et la compétence du garde des Sceaux. Et j'ai confiance en lui. En vérité, on mélange tout par passion politique et beaucoup de gens mal informés, mais sensibles et justes, ont tendance à penser que ceux qui accusent le garde des Sceaux ont raison. Voyez-vous, nous sommes dans une situation en France qui, pour la première fois depuis 1789, depuis la première Révolution française, veut qu'il n'y ait ni peine de mort, ni tribunaux d'exception. S'en plaindra-t-on?
On pourrait s'en plaindre si la criminalité de grande envergure, si je puis dire, le crime de sang, avait progressé depuis que ces décisions ont été prises. Ce n'est pas le cas. Il est vrai que la petite et moyenne délinquance s'est développée de façon dramatique, surtout dans nos grandes villes. Il est vrai qu'il se pose des problèmes de prévention et de sanction. Nos prisons sont pleines. Nous avons à nous préoccuper, et le garde des Sceaux le fait, c'est un homme d'État, du devenir d'une jeunesse souvent désaxée par la mauvaise organisation de notre société. Mais tout cela étant dit, et le refus de la violence étant exprimé par ma bouche, et la sanction de la violence étant appliquée pour l'essentiel par la justice, c'est une mise en cause qui me paraît insupportable. Les manifestations policières ont couronné toute une série de manifestations depuis quelques semaines, étudiants, médecins, commerçants, agriculteurs, etc. Derrière ces manifestations corporatistes et assez donc disparates, est-ce que vous voyez une tentative de déstabilisation de l'État? Il y a eu beaucoup de manifestations en effet dans ce mois de mai, cet éternel joli mois de mai qui d'année en année expose le pouvoir, tous les pouvoirs qui se succèdent, à connaître l'agitation dans la rue, comme si la naissance du printemps invitait à sortir de chez soi et à dire très haut, très fort, ce que l'on pense de la marche des affaires publiques. Très bien. Beaucoup de ces revendications sont sérieuses. C'est pourquoi il ne faut pas mélanger l'expression de la revendication, même lorsqu'elle est inopportune ou excessive, avec la conspiration politique que certains amateurs de désordre, qui se réclament toujours, au demeurant, de l'autorité de l'État, que certains amateurs de désordre en profitent, c'est évident. Mais ce n'est pas l'essentiel. Voyez-vous, je veux porter la plus grande attention et le plus grand scrupule aux revendications socio-professionnelles. Il y a beaucoup de gens malheureux, et plus encore, il y a beaucoup de gens inquiets. Et mon rôle, et celui du gouvernement, c'est d'expliquer, peut-être même d'expliquer davantage, de justifier les mesures, d'approfondir le dialogue. Si cela a été négligé, eh bien cela sera corrigé. Mais une fois dit le scrupule, une fois dite l'attention que je porte à ces revendications, à mon tour d'exprimer deux exigences. La première, c'est que cette revendication s'exprime pacifiquement et non pas dans la violence. La deuxième, c'est que cet intérêt particulier, serait-il légitime, ne doit pas se substituer à l'intérêt général. C'est pas moi qui ai dit que la somme des intérêts particuliers ne faisait pas l'intérêt général. Bon, et évitons les choses trop souvent entendues, mais ça a le mérite d'être clair. Donc, la violence, non. J'observe d'ailleurs que certaines catégories socioprofessionnelles ont beaucoup bougé ces temps-ci et que d'autres ont montré, au fond, beaucoup de patience. Si l'on fait ce compte toujours un peu détestable des jours de grève d'une année sur l'autre, l'année 1982, l'année 1983 ont montré une classe ouvrière sachant très souvent, le plus souvent, dominer ses propres revendications, de telle sorte que je suis convaincu qu'il est de larges fractions de l'opinion française qui se rend compte à la fois qu'on est en République, on est en démocratie, on va dire ce qu'on pense, on le dit, mais en même temps on tient à préserver l'unité nationale, on respecte l'État, on veut que la République fonctionne pour le bien du plus grand nombre. Eh bien moi je pense comme ça, et je suis disposé à tous les dialogues aux deux conditions que j'ai dites. Alors parmi les causes du malaise, de l'inquiétude, de la crise de confiance que traduisent un certain nombre d'enquêtes d'opinion, il y en a une qui vous concerne directement et qui revient souvent. C'est l'impression que vous avez à choisir entre deux politiques économiques. L'une qui est douloureuse, qui est celle de la rigueur, que vous avez choisie, et une autre qui serait moins douloureuse et que vous tiendriez en réserve avec d'autres hommes pour la mener. Existe-t-il une politique de rechange, celle qui est pratiquée en ce moment? Je voudrais pouvoir vous répondre avec précision. Vous me permettrez donc d'occuper quelques minutes de cette brève émission pour tenter de me faire comprendre le mieux possible. C'est vrai que la crise
du monde occidental a atteint des limites qu'on ne connaissait pas depuis la grande crise de 1929 et de 1930 qui, comme vous le savez, a eu tant de répercussions non seulement sur la situation sociale du monde auquel nous appartenons, mais sur la paix du monde tout entier. Voilà une situation dont il faut tenir compte, la crise mondiale. À quoi s'ajoutent les retards accumulés pendant 10 ans par l'économie française. Tout cela crée une situation que j'ai à gérer, à administrer, à dominer. J'ai donc appelé au redressement national en tentant de faire comprendre, pas toujours avec succès, que rétablir ou établir plus de justice sociale entre les groupes qui composent la nation française, c'était la première chose à faire, parce qu'on ne peut pas demander des sacrifices à des gens qui ont le sentiment que c'est toujours à eux qu'on les demande. La notion de privilège, croyez-moi, interdit bien des espérances. Alors se pose la question qui vient tout de suite à votre esprit. Mais moi je vais en poser 3 questions en réponse. La première est celle-ci, il me semble que les Français s'interrogent, on le voit bien. Et que la première question qui est la leur est celle-ci, après tout, est-ce que cet effort ne pourrait pas être évité? Est-il bien nécessaire? Et à ce moment-là apparaît la politique de rechange. Si quelqu'un a envie de dire, eh bien oui, il y en a une autre, moi je réponds, aucune politique, quelque moyen qu'elle préconise, ne dispensera les Français de l'effort nécessaire. Et cet effort, il doit porter sur quoi? Peut-il être évité, par exemple, de contenir le budget de l'État? Est-ce qu'il est vraiment évitable de rétablir l'équilibre des budgets sociaux, des régimes sociaux? Est-ce qu'on peut éviter d'équilibrer le commerce extérieur dont dépend, d'une certaine façon, le sort de notre monnaie et, si l'on va plus loin, l'indépendance nationale? Peut-on éviter la concurrence internationale? Peut-on se contenter de consommer sans épargner? Alors qu'en réalité, il faut l'équilibre du budget de l'État, l'équilibre des régimes sociaux, l'équilibre du commerce extérieur, alors qu'il faut épargner, alors qu'il faut accepter la concurrence des autres si cette concurrence est loyale, alors qu'il faut préparer l'avenir en amassant pour le prévenant, tout pour le présent, tout en préservant l'emploi, ce qui n'est pas si facile, vous l'imaginez bien, et en établissant la justice sociale dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que vous croyez que cela est possible sans que j'en appelle, comme je le fais depuis quelques mois, au courage, à l'intelligence, à la résolution des Français? Il faut une résolution sans faille, croyez-moi. Est-ce que ce n'est pas très ambitieux de vouloir tout faire à la fois? Ce n'est pas que je le veuille, c'est que cela est également nécessaire. Je dois être moi-même le premier responsable. Et lorsque j'examine l'ensemble des problèmes qui se posent à moi, ceux dont j'ai hérité, ceux qui se développent aujourd'hui, je dis que la politique du gouvernement est nécessaire parce que l'effort l'est lui-même. Et que cet effort ne peut pas être évité par quelque autre politique que ce soit. Alors, la deuxième question, je ne voudrais pas être trop long car nous avons autre chose à dire. La deuxième question, c'est celle-ci. Mais alors, est-ce que cet effort est juste? Est-ce qu'il est équitablement réparti? Bon, on comprend, on admet, on veut bien, c'est nécessaire. Il faut rétablir les affaires de la France. Mais alors soyez juste. Et je reprends mon raisonnement de tout à l'heure sur le sentiment de justice et d'égalité très développé dans la nation française. Est-ce que c'est juste? Nous nous y efforçons, je peux même dire que le gouvernement, depuis 2 ans, est celui qui a le plus réalisé pour la justice sociale entre les Français, même si c'est imparfait, depuis des générations. Je ne voudrais pas énumérer, ce serait lassant,
Et pourtant, j'en ai bien envie. Mais je ne veux pas étaler ce qui a été répété souvent, même si cela n'est pas toujours entré dans les esprits. Vous savez, ce n'est pas si facile de rétablir une justice sociale si longtemps négligée. Tout ce qui a été fait pour que les Français puissent disposer, même par la législation fiscale, l'impôt sur les grandes fortunes, le fait d'exempter les plus faibles. Savez-vous qu'à l'heure actuelle, au moment où arrivent les feuilles d'impôt, 7 millions de foyers fiscaux, enfin on va dire de ménages, sont exemptés du 1% sur le revenu imposable. Savez-vous que 14 millions de Français sont exemptés de l'emprunt forcé mais remboursable? Est-ce que les bénéficiaires Et j'ajoute que les efforts qui ont été faits pour les personnes âgées, pour les familles, pour les handicapés, qui ont été faits au cours de toutes ces 2 premières années, afin que les plus démunis, les bas salaires, puissent vivre mieux, tout simplement, sans vivre bien. Tout cela, c'est la justice sociale. Et je voudrais généraliser ces raisonnements. Je veux qu'aucune mesure de rigueur ne soit prise ni appliquée sans qu'elle soit accompagnée de mesures sociales et de mesures de justice. L'effort sera accompli s'il est accompli par tous, eh bien disons en raison des moyens dont chacun dispose. C'est comme cela que nous irons plus loin. Puis la troisième question, c'est celle-ci. Bon, est-ce que l'effort pourrait être évité? Je dis non. Aucune politique de rechange ne dispenserait les Français de cet effort. Est-ce que cet effort est juste? Bien, je m'explique. Il n'est pas toujours aussi juste que je voudrais. Assurément. Mais j'y crois de toutes mes forces. J'y consacre mon temps et le gouvernement avec moi. La troisième question est celle-ci. Est-ce que ça sert à quelque chose? Enfin, vraiment, ce serait très désespérant de penser que depuis déjà quelque temps, beaucoup de foyers français souffrent, renoncent, se sentent gênés aux entournures, beaucoup de gens de petits moyens. Et si en même temps ils ont le sentiment que tout ce qu'on fait ça sert à rien, alors ils abandonnent. Ils n'y croient plus. Ils finiraient même par ne plus croire aux ressources de leur propre pays. Alors naturellement, quand on a un enfant en chômage, ou en menace d'être chômeur, ou qui est encore tout jeune, qui atteindra 17 ans, 18 ans, et qui deviendra chômeur, puisque ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui fournissent la moitié des chômeurs. Naturellement, on peut désespérer. Moi, je dis, cet effort est nécessaire et il doit être juste pour qu'il serve à quelque chose. Alors, ce quelque chose, c'est d'abord la bataille contre l'inflation et contre le chômage. On a ressassé toutes ces choses parce qu'il faut bien le répéter, puisque l'inflation et le chômage occupent absolument la scène internationale depuis 1973. C'est un couple infernal. Et vous observerez que nous avons voulu, on a estimé que c'était trop ambitieux, s'attaquer sur les 2 fronts, à la fois. Bon, certains ont mieux réussi sur le plan de l'inflation, bien que nous ayons été, depuis 1973, les premiers à redresser la situation par rapport à l'inflation. Nous avons trouvé 14%, nous en sommes à 9,5%, ou plutôt nous allons vers 8% à la fin de l'année 1983, et l'objectif c'est 5% en 1984. Mais en même temps, nous n'avons pas voulu lâcher la rampe pour l'emploi. Nous n'avons pas voulu que le chômage s'empare, comme il a fait aux États-Unis d'Amérique, en Grande-Bretagne, 3 500 000 chômeurs, et comme cela commence à être le cas en Allemagne, nous n'avons pas voulu que le chômage dévore notre société, moralement, psychologiquement, matériellement. Ah, je reconnais que c'est une tentative très difficile. Il est très difficile d'apprécier exactement la mesure, le point où la lutte contre l'inflation nécessaire, si on ne réussit pas dans cette bataille, eh bien, notre monnaie sera très compromise, nos équilibres ne seront pas réalisés, et la France ne sera pas en situation de supporter la compétition internationale. Elle perdra une large part de son indépendance. Bon, alors c'est une bataille qui vaut la peine. C'est pourquoi je le dis, il faut que ça serve à quelque chose. L'entreprise est difficile. Nous sommes quand même ceux qui ont le mieux réussi du monde industriel sur le plan de, comment va-t-on dire, pour contenir le chômage, et nous allons vers un rythme d'inflation supportable. Les 2 choses à la fois, je veux que l'on comprenne que c'est très difficile. Que faut-il abandonner? Rien, naturellement. Abandonner la lutte contre l'inflation, alors, c'est le désastre économique. Abandonner la lutte contre le chômage, alors c'est le désastre humain. Je veux que l'on comprenne cela. Mais il y a d'autres points sur lesquels ça sert à quelque chose. Il y a
comme je l'ai dit tout à l'heure, les équilibres. Il y a le commerce extérieur. Et cela commence, croyez-moi, on le verra dans les chiffres prochains, cela commence à se sentir. Nos exportations s'améliorent, nos importations diminuent. Très bien, voilà quelque chose, non pas d'acquis, mais qui commence à se dessiner. Et puis l'épargne. On épargne, et oui, on épargne. Le livret populaire, le livret d'épargne populaire, 2 millions de Français, des sommes importantes. Il y a un bond en avant des émissions obligations, il y a des comptes d'épargne logement. Il y a un peu partout, véritablement, un besoin d'épargner. Puis il y a la formation des jeunes. Savez-vous qu'on a, au cours de ces derniers temps, 1981-82, organisé la formation professionnelle de près d'1 million de jeunes gens? Savez-vous que le Premier ministre a pris les engagements et le financement de près de 800 000 jeunes gens pour 1984? Alors je vais dire, bon, ça risquerait d'être trop long, cela sert à quelque chose. Et cela sert en même temps au développement social, à l'harmonie sociale. Bon, alors j'en ai assez dit pour cela. Je ne pense pas, et je le dis absolument sans présomption, sans vouloir nier que d'autres esprits peuvent penser autrement. Et c'est légitime dans une démocratie de penser autrement. Mais je dis clairement, il n'y a pas de politique de rechange. D'autres qui sont des proches qui ont ou qui ont eu votre confiance à la tête du Parti socialiste ou dans des fonctions importantes disent le contraire, semblent dire qu'il y a une autre politique. Bon, je sais que le rôle d'un parti politique, c'est de débattre et que c'est normal et que ça fait la richesse du Parti socialiste. Mais comment espérer que la majorité des Français qui vous ont élus ne soient pas ébranlés si ceux-là, ceux qui vous sont proches, disent le contraire de ce que vous dites? Monsieur Duroy, il ne faut pas se tromper d'époque. Ce type de problème, je l'ai connu pendant longtemps, souvent, lorsque j'étais le premier responsable de ce grand parti politique. Ce n'est plus le cas. Je suis aujourd'hui président de tous les Français et je ne me mêle pas des problèmes internes au parti politique, y compris du parti politique dont j'ai été le responsable. Mais si eux doutent? J'entends bien. J'ai étudié de près, comme je le fais pour tous, les propositions qui ont été faites. J'ai constaté qu'il y avait variation ou contradiction sur les moyens. Je n'en ai pas constaté sur les objectifs. Je souhaite, je le dis très simplement, je le souhaite, que là, comme ailleurs, aucun responsable politique ne prenne le risque, même pour des raisons parfaitement compréhensibles, de compromettre l'élan national. Et j'ai assez confiance dans le sens civique de ceux dont je parle pour savoir que s'il est tout à fait normal que par rapport à leur propre parti, ils débattent, après tout c'est un honneur que de pouvoir débattre dans un parti vraiment démocratique, il faut que l'on sache bien que l'État a des responsabilités générales qui passent avant toutes les autres. J'en suis le garant en tout cas, et je devais vous le dire. Les communistes, qui sont aussi des partenaires de la majorité présidentielle, ne se contentent pas, eux, de critiquer la politique économique et sociale qui est actuellement menée. Ils critiquent aussi l'un des aspects essentiels de la politique étrangère, qui est la politique de défense. Jusqu'où peuvent-ils aller dans leur critique sans que vous en tiriez des conséquences politiques? Je crois qu'il faut toujours distinguer la manière de faire d'un parti politique de ce qui est le gouvernement de la République, le gouvernement de la France. Je n'ai pas constaté au sein du gouvernement de la France de différends qui, en effet, poseraient la question que vous venez de me poser. Quant au parti politique, je me demande vraiment quel président de la République a, de ce point de vue, été épargné au cours des décennies précédentes. C'est dans la norme d'un débat qui est celui de notre République. Mais allons au fond, si vous voulez bien, car je ne veux pas éluder votre question. Vous avez parlé de la défense en particulier. Sur l'économie, je pourrais répondre alors ce que j'ai dit tout à l'heure et je ne veux pas me répéter. Mais parlons de la défense. Il faut que chacun comprenne bien mes raisons. Si l'on veut, je serai obligé d'être bref, donc de simplifier un peu trop. Enfin... Mais vous allez en reparler demain soir devant les ministres. J'en parlerai demain soir, en effet, dans une grande circonstance. Mais en simplifiant tout en restant, disons, dans une explication claire et honnête. Disons qu'il existe, en gros, un équilibre des forces
qu'on appelle stratégique, on pourrait dire intercontinentale, entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. Mais il n'existe pas d'équilibre en Europe, ce qui se caractérise par la comparaison des armements dits tactiques ou intermédiaires des forces nucléaires qui ne traversent pas l'Atlantique et qui donc ne peuvent avoir pour destination que le continent de l'Europe. À cet égard, le seul pays en Europe à disposer de forces nucléaires intermédiaires, c'est l'Union soviétique. Et elle en possède beaucoup. 350 à 360 fusées dites SS-20, avec 3 charges ou 3 ogives, choisissons le mot qu'on voudra, qui multiplient par 3, 1050 à 1080 charges, qui peuvent atteindre, je l'ai souvent dit et je le répète, en un quart d'heure, la totalité des dispositifs militaires du nord de la Norvège au sud de l'Italie. Voilà. Est-ce que l'Union soviétique doit avoir un monopole dans cet armement, évidemment, terrible? Je dis non. Et je suis sûr que tous les Français disent non avec moi. Bon, alors j'aborde la discussion. Et je dis, il est nécessaire de réaliser un certain équilibre en Europe, et comme décision a été prise, pas par la France, mais par des Occidentaux, au sein de l'OTAN, pour tenter d'équilibrer par l'arrivée de fusées américaines sur le continent européen la présence des fusées soviétiques. Je ne dis pas armons et surarmons, et engageons-nous dans une course dont on ne sait quel serait finalement le vainqueur. De toute façon, c'est la vie même qui perdrait, l'espèce humaine, la terre, tous ceux qui vivent sur ce sol. Je dis, négocions. Et j'approuve la négociation de Genève qui a lieu actuellement, sans avancer beaucoup, entre les Russes et les Américains. Négociation dans laquelle nous ne sommes pas et à laquelle nous ne participerons pas, bien entendu. Alors, que penser de cette négociation? Je dis à tous les Français qui m'écoutent qu'elle ne réussira pas sur la base des propositions émises jusqu'alors par les autorités soviétiques et pas davantage par l'option 0 proposée par M. Reagan, c'est-à-dire par la liquidation immédiate et intégrale et préalable de l'armement soviétique. Donc cette négociation n'aboutira pas. Elle aurait pu aboutir. Des propositions ont été mises d'accord par les deux principaux négociateurs, M. Nitze, l'américain, et M. Kritsky, le russe, l'année dernière, au mois de mai, sur une base assez raisonnable. Cela n'a été accepté par aucun des deux gouvernements. La négociation est à l'heure actuelle pratiquement arrêtée. Et on avance vers le mois de décembre, où les Américains ont dit qu'ils installeraient en Allemagne les fusées Pershing, qui, elles, sont également terribles et menacent. En tout cas, elles sont ressenties comme une menace par l'Union soviétique. C'est contre cette perspective-là que les communistes français critiquent la position du gouvernement. Je ne sais pas exactement ce qu'ils critiquent, ou plutôt critiquent la position que j'ai prise, ou qu'ils pensent que j'ai prise à Williamsburg, car ils n'avaient pas élevé d'objection au discours que j'avais prononcé sur ce sujet à Bonn devant le Bundestag. Mais je n'ai pas changé de politique. Je dis simplement, il n'est pas possible que la France, il n'est pas possible que l'Europe de l'Ouest reste désarmée, reste à ce point au-dessous de l'armement soviétique, puisque d'un côté, il y a un armement, de l'autre côté, il n'y en a pas, je veux dire un armement de ce type, c'est-à-dire des forces nucléaires intermédiaires. Donc je forme des vœux pour que la négociation aboutisse. Qui est en désaccord avec cela? Je souhaite que les deux principaux partenaires renoncent à certaines de leurs exigences. Qui peut être hostile à cela? Je souhaite que ce soit la négociation, et non pas les préalables des deux puissants pays. La négociation qui détermine elle-même le niveau du déploiement des fusées, s'il doit y avoir déploiement des fusées, ou mieux encore, mais cela me paraît dépasser, un accord pour qu'il n'y ait pas de déploiement. Alors je défends les intérêts de la France. Moi, ce qui m'occupe tout entier,
c'est la défense de la France et la sécurité des Français. Et j'ajoute, bien entendu, mais je n'ai pas de contradiction à cet égard, j'ajoute que nous avons à côté de cela la force française, qui est de nature stratégique, qui n'est pas comparable à la force soviétique, qui n'est pas de même nature, mais qui, naturellement, assure de façon dissuasive, défensive, la sécurité du pays. Je n'ai pas l'intention de renoncer à ces données qui me permettent et qui permettent à la France de regarder l'avenir en face. Vous parliez tout à l'heure de la politique économique et à propos de défense, vous avez parlé de Williamsburg. La réussite de cette politique économique que vous avez rappelée, dont vous avez rappelé les grandes lignes, dépend largement en partie du cours du dollar. Le moins qu'on puisse dire, depuis le sommet de Williamsburg, c'est que ça ne s'est pas arrangé. Alors, rapidement, à quoi a servi Williamsburg? Aussi vite qu'il est possible, et donc résumé, en termes synthétiques, ce qui a été le pour et le contre. Le pour, c'est la relation entre les chefs d'État et de gouvernement, dans de bonnes conditions. C'est une certaine amorce vers le tiers-monde. C'est une certaine ouverture sur un meilleur système monétaire international. Et c'est la mise un peu au rencard de la dispute sur le commerce Est-Ouest. Voilà. Le contre, c'est que Williamsburg n'a pas répondu à l'attente de ces millions de travailleurs réunis dans les syndicats, notamment les syndicats européens, qui attendaient des propositions pour l'organisation du travail, le partage du travail, la défense de l'emploi. C'est que Williamsburg n'a pas répondu à l'attente des pays du tiers-monde qui attendaient autre chose, afin de permettre, au terme de l'échange, de reprendre, de ne pas écraser, notamment sous le poids du dollar, des pays aujourd'hui endettés qui composent le tiers-monde. Williamsburg n'a pas répondu à l'attente de tous les pays du monde qui souffrent du prix du dollar, qui souffrent des taux d'intérêt élevés de l'argent aux États-Unis d'Amérique et donc du déficit budgétaire américain qu'ils payent d'une certaine façon. Enfin, le contre, Williamsburg n'est pas allé bien vite dans la direction de la conférence monétaire internationale que j'ai moi-même souhaitée. Alors je vais vous dire ma conclusion. C'est que j'ai des doutes sur l'utilité de ces sommets annuels, du moins sous leur forme actuelle. Oui, j'ai des doutes. Ce qui est bon, la relation personnelle entre les chefs d'État et de gouvernement des 7 plus grands pays industriels du monde, est gravement altérée par cette étonnante diplomatie du tambourinage et des enchères publiques, qui a désormais pris le pas sur le reste, et qui empêche de négocier utilement. Alors, je vais dire que je ne crois pas cette évolution heureuse, et je ne veux pas que la politique de la France s'y mêle davantage, à moins, bien entendu, qu'on change radicalement de méthode. C'est un avertissement pour le prochain sommet. Je crois que cela peut être compris, je me suis exprimé en langage clair. Il n'y avait rien d'allusif. Ma dernière question, Monsieur le Président. Votre septennat a commencé il y a un tout petit peu plus de 2 ans. Il a commencé par des réformes ambitieuses. Il s'est continué par la rigueur. Et aujourd'hui, tout le monde dit que vous et votre gouvernement, vous vous contentez de gérer. Alors la gestion, c'est un terme très raisonnable, ce n'est pas très enthousiasmant. Pour le reste du temps qui vous appartient, quel est le projet sur lequel vous voudriez mobiliser les Français? C'est une critique quand même injuste, mais en même temps une remarque sage. On ne peut pas dire aux Français, faites l'effort, même s'il est juste, même s'il est nécessaire, et même s'il est utile aujourd'hui. Ils ne peuvent agir que s'ils ont le sentiment, vous l'avez dit, d'un projet. D'un projet pour les jeunes. On ne résoudra pas la crise si les jeunes ne sont pas formés aux disciplines technologiques qu'ils auront à appliquer lorsqu'ils seront adultes. Or, les technologies changent vite. Il faut donc que les hommes soient formés pour le travail qu'ils feront. Et alors là, cela peut être fait avec enthousiasme, car on ouvre des horizons nouveaux. Effort essentiel. Le deuxième, c'est qu'il faut croire dans les capacités de l'intelligence et du courage français. L'industrie, notamment,
Nous avons vraiment réussi dans beaucoup de domaines, les transports, les télécommunications, le nucléaire, l'automobile qui se redresse vite aujourd'hui. Ça fait partie des transports, mais enfin il fallait le noter au passage. L'électronique, nous avons repris la machine-outil, nous allons nous attaquer au bois et au cuir, etc., etc. Puis il y a la conquête de l'espace, et puis il y a la conquête des hommes, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que la France aujourd'hui est respectée dans le monde entier, est attendue et espérée par l'ensemble du tiers-monde, comme, je peux le dire, elle ne l'a jamais été. Seulement tout cela n'est possible que si la formation des jeunes, que si le développement industriel moderne, comme il convient qu'il soit, est en même temps assorti d'une politique des hommes, c'est-à-dire d'une politique de la natalité, d'une politique de la démographie, d'une politique des familles. Il y a quelque chose dont les politiques ne parlent jamais. Mais enfin, ce cercle de familles dans lequel on reprend force, qui est fondé sur les sentiments les plus secrets, les plus forts, les chances d'espérance tiennent aussi au nombre des Français. Sans exagérer la chose, il faut quand même que les générations se perpétuent, et il y aura réponse à beaucoup de choses. Eh bien, à cet égard, il y a beaucoup à faire, et je veux en convaincre les Français. Oui, je crois que le projet qui s'est esquissé à travers tous mes propos, car lorsque je disais tout à l'heure, au milieu de notre conversation, cela sert à quelque chose, déjà j'abordais ce sujet. Je crois vraiment que le gouvernement de la France, aujourd'hui, en dépit de la rigueur qu'il doit appliquer, qui n'est pas un objectif, mais qui est un moyen, n'a jamais perdu de vue que nous devions esquisser un projet de civilisation reposant sur une meilleure appréhension du monde technologique et industriel qui est le nôtre, d'une meilleure formation et éducation de la jeunesse, un plus grand sens de ses devoirs, appuyé sur un rayonnement avec les gens qu'on aime voir et rencontrer, retrouver pendant tout le temps de la vie. Eh bien, croyez-moi, cela aussi, c'est la politique de la France. À quoi j'ajouterais, mais d'un simple mot, que j'ai pour passion et pour devoir, les choses s'additionnent, la sécurité et l'indépendance du pays. Cela aussi c'est un projet, je veux dire sa grandeur. Efficacité, clarté, autorité, je sais bien qu'on en discute beaucoup. Je dis très tranquillement que pour le service de la France, rien